bonjour à tous. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Antoine, merci. De l'histoire de votre procès pour incitation à la haine raciale que vous avez gagné, rappelons-le quand même pour commencer, en première instance, en appel et en cassation. Vous avez tiré un livre très personnel, dans lequel vous racontez ces 4 années éprouvantes de procédure judiciaire. Rappelons que vous fûtes attaqué par des associations antiracistes pour avoir dénoncé lors d'une émission de radio, c'était en 2015, la recrudescence d'un antisémitisme arabo-musulman en France. Mais ce n'est pas seulement le récit de cet épisode que vous nous rapportez dans ce livre, ce sont aussi toutes les leçons que vous en tirez sur l'état de la France, sur le déni qui recouvre une certaine réalité sociale, sur la difficulté qu'il y a aussi à en débattre dans le champ intellectuel en particulier, ce qui fait tout l'intérêt de cet ouvrage, Un exil français, qui vient donc de paraître aux éditions L'Artilleur, avec pour sous-titre « Un historien face à la justice » et une préface de Jacques Julliard. Georges Bensoussan, on va revenir évidemment en plus en détail sur le procès lui-même, sur les leçons que vous en tirez. Un mot peut-être quand même, pour commencer, de votre état d'esprit aujourd'hui. Cet épisode semble vous avoir renvoyé à une condition d'un exilé, c'est le titre du livre. Exil de quoi? Exil... Oui, bien sûr, c'est une condition d'exil que j'ai vécue dès la première audience, en janvier 2017. Je l'avais d'ailleurs dit à la fin de l'audience, vers 1h du matin, à la présidente, que pour la première fois de ma vie, j'avais la tentation d'exil et de quitter ce pays. Et finalement, au bout du compte, même si j'ai repris ces mots pour le titre de ce livre, cet exil n'est pas l'exil d'un juif en France, c'est l'exil d'un Français en France, en réalité. Nous sommes des millions à éprouver le sentiment d'être en exil désormais dans ce pays, c'est-à-dire d'avoir le sentiment que plus rien de ce qui nous attachait véritablement à ce pays, ce qui en faisait le socle culturel et civilisationnel, plus rien ne semblait encore stable, encore debout, et que de plus en plus des pans entiers de ce qui nous semblait fondamental, de ce qui nous semble fondamental, sont en train de s'effriter. Donc ce sentiment d'exil, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cité Edgar Quinet à la fin du livre, c'est un sentiment d'exil partagé, ça n'est pas seulement le mien. Et on voit effectivement tout l'attachement que vous portez, j'allais dire à la France, dans ces provinces, vous racontez, enfin bon, c'est un livre aussi très bien écrit par ailleurs, qui permet de montrer cet attachement, cette sensibilité. Au cours du procès, tout s'est finalement focalisé sur une phrase que vous aviez prononcée donc dans l'émission de Finkielkraut, à savoir que dans les familles arabes en France, on tête l'antisémitisme avec le lait de la mère. Donc alors vos accusateurs ont voulu y voir, comme le dit d'ailleurs une pétition, la pétition qui a été lancée contre vous, un glissement assumé d'un racisme culturel à un racisme biologique condamnant au délit sans distinction une partie de la population française dès la naissance. Or, dans l'émission, bon, il faut le dire évidemment, comme le note le jugement d'ailleurs, vous affirmiez à plusieurs reprises que toute idée de fatalité, toute idée d'essentialisation vous était étrangère. Mais ça a été très difficile pour vous d'arriver à remettre finalement ce que vous souhaitiez dire dans ce contexte-là. Oui, parce qu'il s'agissait en fait en réalité très vite d'un procès idéologique, d'un procès politique, où j'étais d'emblée déjà condamné avant même d'avoir prononcé le premier mot. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que je citais un sociologue français d'origine algérienne qui disait dans un film passé sur France 3, « Dans les familles arabes en France, l'antisémitisme est déposé sur les lèvres, au bord des lèvres, il est dans l'air qu'on respire. » Il ne disait pas « dans des familles arabes », il disait « dans les familles arabes ». Moi, je cite non verbatim, c'est d'ailleurs le seul reproche que je me fais aujourd'hui. On m'a déjà posé la question dans d'autres émissions, à savoir si j'ai regretté mon propos, et je le redis ici, non. Je continue à affirmer qu'il y a un antisémitisme dangereux dans une partie des familles d'origine maghrébine en France, mais ce qui est frappant, c'est que personne ne s'en est pris aux sociologues, et tant mieux d'ailleurs, puisque la liberté de parole, c'est ce qui doit être profondément maintenu, mais ce qui est frappant, c'est qu'on m'a fait passer de la métaphore du lait à la métaphore du sang. Or, à aucun moment dans l'émission, et d'ailleurs la présidente en première instance et en appel ont écouté toute l'émission, non, à aucun moment je ne parle de racisme biologique, à aucun moment je ne parle du sang. C'est quand même un tour de magie extraordinaire que le sang est devenu le lait. Pourquoi? Parce qu'il fallait à toute force m'accuser de racisme, et pour asseoir l'accusation de racisme, il fallait opérer cette mutation extraordinaire du généalogique, la transmission culturelle, par le lait, ou l'air qu'on respire, c'est-à-dire la transmission par l'éducation, qui n'a rien de génétique, donc le passage du généalogique au génétique. Il fallait absolument faire de moi un accusé et procéder à cette transmutation d'ordre quasiment magique
qui transformait tout d'un coup le lait en sang, et ça a d'ailleurs été dénoncé lors de la première audience, autant par Elisabeth de Fontenay que par Yves Ternon. Et là, ça pose la vraie question, c'est qu'en réalité, il y avait un certain nombre de gens et d'associations qui étaient en embuscade et qui cherchaient évidemment à me faire tomber. Là, la question, et c'est pourquoi je parle d'un procès idéologique. Alors pourquoi, si je peux le dire en 2 mots, c'est parce que, d'une part, j'étais celui qui avait coordonné les territoires perdus de la République, déjà 15 ans ou 13 ans pratiquement auparavant. J'étais surtout l'auteur de Juifs en pays arabes, publié quelques années avant, où je démontais le mythe de la convivialité judéo-arabe que serait venue bouleverser la colonisation française, italienne ou anglaise, et surtout le sionisme et la création d'Israël. Et tout ça, une étude historique dans les archives bien menée, toutes les archives, et pas seulement les archives de l'Alliance israélite universelle, mais des archives d'origine occidentale comme des documents traduits de l'arabe, montrent qu'il n'en était rien. Et donc, d'avoir démonté ce mythe-là, je crois qu'un certain nombre de gens ne me le pardonnaient pas. Et j'allais dire, et ça a été dit à l'audience par pas mal de gens, y compris Alain Finkielkraut, on m'attendait en embuscade. Et l'aubaine, c'était finalement cette phrase sortie de son contexte. On vous attendait et on voulait recouvrir la réalité finalement de ce que vous disiez. C'était et ça aussi le but idéologique. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est dépasser mon cas personnel. Je ne me pose pas en victime, évidemment, à savoir qu'il s'agit de me complaire en quelque sorte dans la commisération, la compassion sur mon cas. Ça n'a aucun intérêt. Mon procès est un procès banal en soi. La 17e chambre correctionnelle, on en voit beaucoup, mais il révèle quelque chose de la société française. Fait social total, pour reprendre l'expression de Mauss. Alors, de Durkheim, j'ai repris l'expression de Durkheim, un fait social total, parce qu'il révèle quelque chose de beaucoup plus large que ma petite affaire. Alors, fait social total, il faut que vous déployiez peut-être, qu'est-ce que vous mettez derrière un épisode parmi d'autres de la mutation d'envergure qui se déroule sous nos yeux et modifie en profondeur le visage du pays. Tout à fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en évoquant Edgar Quinet, à savoir que ça mettait par exemple tout à fait en exergue cette puissance du déni qui anime un certain nombre de Français face à une réalité qui se modifie sous leurs yeux, mais qu'ils ne veulent pas voir et qu'ils qualifient de fantasme. Je prends un exemple célèbre, c'est la montée de l'insécurité. Un certain nombre de médias bien pensants ont toujours parlé d'un sentiment d'insécurité, alors que toutes les sources policières, comme tout le vécu du gros de la population française, celle qu'on ne voit jamais dans les médias, celle qu'on n'entend jamais, c'est que l'insécurité est une réalité aujourd'hui qui menace même au fin fond de la France rurale. Le déni de la réalité de l'antisémitisme arabo-musulman, le déni de la montée de l'islamisme, le déni du fait qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui vivent en dehors de la République et de la nation. Ce ne sont plus des territoires perdus, comme on le disait avec certains de nos amis il y a 18 ans, mais des territoires conquis, comme le dit Bernard Rougier, des territoires conquis de l'islamisme. Donc ça interroge le déni. Alors il ne s'agit pas de déplorer, mais pourquoi ces gens-là, ou plutôt comment ces gens-là peuvent-ils ne pas voir ce qui est sous leurs yeux ? C'est la fameuse phrase de Peggy, mais vous trouvez également d'autres phrases du même acabit, y compris dans le Talmud, d'ailleurs. Et ce qui est frappant, c'est plutôt ou plutôt ce qui est intéressant, c'est plutôt de se demander, mais pourquoi sont-ils animés par une telle passion du déni ? C'est ça la vraie question. Ouais, vous avez une réponse ? Ou des éléments de réponse ? Des éléments de réponse, j'ai pas de réponse, ce serait bien présomptueux. Des éléments de réponse, c'est que je crois que il y a 2 courants qui sont particulièrement puissants dans la capacité de déni. C'est d'une part cette grande bourgeoisie culturelle, bourgeoisie tout court d'ailleurs, qui vit totalement à l'écart, qui pratique l'évitement social, l'évitement résidentiel, l'évitement scolaire, qui n'est pas au contact de la France populaire ou de la France des classes moyennes, de la France des petites villes, de la France rurale. Bon, c'est-à-dire la majorité de la population française, ceux qu'on peut appeler les invisibles, ceux que Christophe Guilluy appelle la France d'en bas. Ceux-là ne comprennent pas ce que vit la majorité de la population française. Bon. Mais il y a également tout un autre courant que Régis Debray a appelé il y a quelques années la basse intelligentsia. Et ce courant de basse intelligentsia, c'est-à-dire de gens médians, c'est-à-dire en langage bourdieusien, on dirait les fractions dominées de la classe dominante. Ouais. Bon. Et ça peut faire sourire, mais je crois que c'est très opératoire comme concept. Ce sont des gens qui ont acquis un certain niveau de diplôme, surtout bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, mais qui n'obtiennent pas comme position sociale dans la société, qui n'obtiennent pas ce à quoi ils pouvaient prétendre avec le diplôme. Et il y a donc toute une classe de millions et de millions de diplômés qui sont confinés dans des emplois subalternes, qui ne correspondent pas à leur niveau d'études et qui développent une forme d'amertume et de ressentiment qui se traduit par une colère en règle générale contre tout ce qui ressemble à un pouvoir institué, à une norme instituée et aussi à
quelque chose qui pourrait sembler mettre à l'écart ceux qui sont déjà présentés comme des stigmatisés de la société, c'est-à-dire les immigrés ou les descendants d'immigrés. Un peu comme s'ils s'identifiaient à ces dominés, pour reprendre encore un vocabulaire bourdieusien, à ces dominés de la société. C'est la rencontre entre ces deux courants qui forment ce déni qui est puissant dans la société française, mais qui n'est pas majoritaire. Voilà, mais qui est difficile à lever, effectivement. Parce qu'il y a aussi, vous en parlez évidemment longuement, la dégradation des conditions du débat intellectuel. Dans un chapitre s'intitule « Doxa et mort sociale », une des clés du basculement en cours, selon vous, l'ère du débat a régressé avec le basculement de la sphère intellectuelle à la sphère moraliste, on n'en a pas encore parlé, de la sphère moraliste, avec le passage du « qu'est-ce qui est vrai » à « qu'est-ce qui est bon pour ». Et vous concluez, au nom du bien, le désaccord devient crime. Là, c'est très grave par rapport au débat, effectivement. Vous avez raison. On n'est plus dans le débat intellectuel où il s'agit de départager le vrai du faux. On est dans un débat moraliste où il s'agit de dire le bien, le mal. C'est pas ça la vie intellectuelle. Et il y a pire encore, la caricature, c'est est-ce que vos propos font le jeu du Rassemblement national ou non ? Là, on est dans une caricature totale du débat intellectuel. Et c'est ça qui est effectivement quelque chose de grave, parce qu'on n'est plus des adversaires qui discutons, parce que le propre du débat, le propre de la démocratie, c'est bien le débat, donc le désaccord. C'est la fameuse phrase de Rosa Luxembourg, la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et là, tous ces gens qui pratiquent le terrorisme intellectuel ont complètement oublié Rosa Luxembourg, alors que souvent, ils s'originent d'un certain gauchisme culturel. Et pour eux, on n'a plus des adversaires, on a des ennemis. Et ces ennemis, on les interdit de parole. Et donc, quand vous êtes frappé par l'accusation de racisme, qui est une infamie, vous devenez un infréquentable, vous devenez un ininvitable, vous êtes barré des listes, on dira de vous posément que vous êtes clivant, et quand on dit de vous que vous êtes clivant, ça signifie dans les rédactions qu'on ne vous invitera pas. Je donnerai pour exemple France Culture où cet incident a eu lieu il y a 6 ans. Plus jamais France Culture n'a fait appel à moi. Jamais. Bon, sauf une fois, Alain Finkielkraut l'année dernière, pour m'inviter à réplique à propos d'une émission sur l'antisémitisme, et j'ai décliné son invitation. Et je lui rends hommage. Alors, il faut parler aussi maintenant du clivage au sein même de la communauté juive, puisqu'il y a un chapitre de votre livre qui s'intitule « La société juive et le procès ». Alors, on fait un gros plan là-dessus. Comment est-ce que vous pourriez tracer la frontière, finalement, dans cette communauté, entre ceux qui vous ont soutenu et les autres ? Vous avez relevé le titre « La société juive » et je n'ai pas dit « la communauté juive ». Parce que la communauté juive, je mettrai des guillemets, la communauté juive, elle se limite au fait que nous partageons en tant que juifs un destin commun, en particulier dans le regard de l'antisémite en diaspora. Dans le cas de l'État d'Israël, c'est complètement autre chose dont il s'agit. Bon, on n'a plus affaire à une communauté juive, on a affaire à une nation israélienne hébraïque. C'est totalement différent. Mais ici, nous sommes en fait une société traversée de conflits, traversée de clivages, comme toutes les sociétés. Nous ne sommes pas à l'écart, si vous voulez, des conflits de classe, des oppositions entre diplômés, non diplômés, nantis ou non nantis, etc. Et ce qui s'est passé dans cette affaire, qui a duré 4 années, vous l'avez dit, c'est que l'immense majorité du judaïsme français m'a soutenu. L'immense majorité. C'est une infime minorité qui m'a totalement laissé tomber, qui m'a tourné le dos. C'est cette infime minorité qu'on retrouve pendant l'affaire Dreyfus, ou qui avait très peur d'être confondu avec le capitaine Dreyfus, et qui a tourné le dos au capitaine et qui ne l'a pas soutenu. Alors évidemment, à l'exception des frères Reynac, à l'exception de Bernard Lazare et de quelques autres qui ont été des gens admirables, mais le gros de la communauté juive, y compris par exemple la famille Camondo, par exemple, qui était très très connue à l'époque, très célèbre, ont complètement oublié Dreyfus. Ça s'est vu aussi à d'autres époques un peu avant, on ne va pas entrer dans les détails. Alors, quelle est cette mince frange ? Je dirais que c'est la bourgeoisie israélite, financière, la plus aisée, qui vit totalement à l'écart de la réalité du monde français, qui vit dans des quartiers protégés, dans une bulle en quelque sorte, qui n'est pas vraiment au courant de ce que vit le judaïsme populaire. Parce que si je regarde depuis 20 ans, depuis qu'on a tiré la sonnette d'alarme sur l'antisémitisme, moi et d'autres, je n'étais pas le seul, n'oubliez pas qu'il y a eu d'autres alertes, Shmuel Trigano et beaucoup d'autres, et Pierre-André Taguieff, très tôt d'ailleurs, Pierre-André Taguieff, bien avant nous, eh bien on constate que c'est le judaïsme populaire, pratiquant, souvent d'origine séfarade, très attaché à Israël, c'est lui qui a pris le gros de la violence qui s'est déversée à ce moment-là contre les Juifs. Le judaïsme protégé du 7e arrondissement, du 8e arrondissement, vivait totalement à l'abri, et il a mis d'ailleurs un temps considérable
à prendre au sérieux ce que nous disions. Oui, mais quand même, ils avaient des arguments. Ils disaient, par exemple, il faut être prudent parce que finalement, il faut exercer une certaine retenue par rapport à ce que vous appelez la doxa sur ces questions identitaires, peut-être pour se protéger. Est-ce que ça peut pas être compris? Mais lorsqu'on est en 2015, après Mohamed Merah, après tout ce qui s'est déjà passé avec Mehdi Nemmouche au musée de Bruxelles, après l'affaire Ilan Halimi, y a-t-il encore lieu d'être prudent pour ne pas dénoncer l'antisémitisme arabo-musulman? Ça me fait penser à la frilosité d'un certain milieu israélite français dans les années 30, où constamment il fallait courber le dos, à faire attendre que l'orage passe en pensant que plus on serait prudent, plus on éloignerait le danger. Toute l'histoire juive nous montre le contraire. Plus on est prudent, plus on craint de nommer le danger, et plus l'ennemi retrouve des forces et encore d'une certaine façon bien plus agressif encore pour nous porter des coups décisifs. Toute l'histoire juive nous l'a montré, mais il semble que cette petite bourgeoisie, cette petite mince couche de la grande bourgeoisie financière israélite soit totalement à l'écart des acquis de l'histoire. On dirait qu'il ne s'est rien passé depuis un siècle. Elle n'a tiré aucune leçon. Elle me fait penser à ce fameux mot des émigrés qui n'ont rien oublié et rien appris. C'est un peu la même chose. Alors, les effets, vous dénoncez donc les effets de cette notabilisation qui a gagné en responsabilité bourgeoise ce qu'elle a perdu en lucidité, en courage, et vous ajoutez jusqu'au fiasco actuel qui prône la nécessaire neutralité de l'institution, oui. quand toute vie juive autour d'elle, la maison juive de France s'effrite jour après jour, morceau après morceau. Cette maison juive de France qui s'effrite jour après jour, est-ce que c'est un autre mot pour le franco-judaïsme, par exemple, c'est-à-dire la possibilité de... La maison juive de France s'effrite jour après jour est quelque chose auquel on n'a pas assez porté attention. Depuis 30 ans, la communauté juive de France a perdu 100 000 membres. 100 000 membres. 60 000 sont partis vers Israël et 40 000 sont partis vers d'autres destinations. 1/5 de la communauté juive a disparu. Il y a des synagogues entières aujourd'hui, des communautés entières aujourd'hui, on n'arrive même pas à réunir 10 personnes pour le minyan. Tout cela c'est vrai, tout ça c'est connu. On a bien sûr le cas extrême de Toulouse, où pratiquement la moitié de la communauté juive est partie, mais dans bien d'autres communautés, les effectifs se sont raréfiés. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, vous parlez de devoir de neutralité. Le devoir de neutralité, c'est uniquement le mémorial de la Shoah qui le met en cause, qui le met en avant, pardon. Au moment où je suis attaqué pour avoir dénoncé l'antisémitisme arabo-musulman dans une partie des familles maghrébines de France, ce que tout le monde sait, et ce que d'ailleurs un certain nombre de musulmans ont accrédité quand je l'ai dit, de Kamel Daoud à Boualem Sansal, dont je rappelle qu'il a envoyé une lettre à la présidente du tribunal en affirmant que tout ce que je disais était la stricte vérité et que ça se disait tous les jours dans les mosquées en Algérie. Bon. Boualem Sansal, je lui ai rien demandé. Même si j'ai une bonne relation d'amitié avec lui, je lui avais rien demandé. Il l'a fait de lui-même. Autrement dit, ce que je dénonçais, c'était quelque chose d'évident pour les milieux qui ont un minimum d'honnêteté intellectuelle. Et à ce moment-là, je suis lâché par l'institution qui aurait dû me soutenir, qui n'a jamais trouvé un mot en public, ni même un mot en privé, même pas un SMS, ni un mail de soutien, alors qu'elle est censée lutter contre l'antisémitisme et contre cet antisémitisme qui flambe en France et qui a fait partir un certain nombre de nos compatriotes, ou qui a fait régresser la population juive en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle proclame son devoir de neutralité. Je crois que pour la communauté juive de France, pour la société juive de France, ces mots ont été une blessure irréparable. Alors voilà pour les institutions juives. Cette institution juive. Je rappelle que le grand rabbin Chaim Korsia m'a soutenu, comme le président du consistoire Joël Mergui. Toutes les institutions juives m'ont soutenu, mais pratiquement. Est-ce que le franco-judaïsme est en train de s'effriter? Est-ce que c'est ça dont vous parlez, c'est-à-dire d'une façon pour la communauté ou la société juive de faire corps avec la nation française? Sur le fond, le franco-judaïsme est en danger, oui. Il est en danger aujourd'hui parce que le pays connaît une mutation profonde, sociologique et démographique, que cette mutation risque de mettre en péril ce qui reste de la communauté juive de France, et qu'un certain nombre de gens se posent aujourd'hui la question, on le sait, il suffit simplement d'aller dans les milieux juifs les plus vivants, de Créteil à Sarcelles ou dans les communautés de province, beaucoup de gens jeunes qui sont impliqués dans la vie communautaire se posent la question de savoir, faut-il ou non rester dans le pays et peut-on encore élever de jeunes enfants dans ce pays, quel sera leur avenir? Beaucoup se posent la question de devoir rester ou partir. Est-ce que pour vous la page est tournée de tout cet épisode du procès? De cet épisode, oui. En revanche, ce qui n'est pas tourné, c'est la situation
délicate dans laquelle est le pays, dans lequel je me reconnais, et cette question, elle est valable aujourd'hui pour tous les Juifs de France, parce que c'est aussi leur patrie qui est en train de s'effriter et qui connaît une crise de civilisation extrêmement grave. Comment ça se passe, l'accueil du livre, pour terminer? Bon, vous n'êtes pas invité sur France Culture, pas encore en tout cas. L'accueil du livre est bon, il y a eu plusieurs médias qui m'ont invité bien sûr. En revanche, c'est le silence radio de cette gauche culturelle bourgeoise qui donne encore le là dans le pays, et c'est pas la peine de citer les noms d'un certain nombre de radios ou de télévisions, chacun les reconnaîtra. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, d'avoir Merci accepté de venir nous parler donc de ce livre, Un exil français, un historien face à la justice, aux éditions L'Artilleur, et merci beaucoup pour votre attention.